Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors aujourd'hui, pour notre rubrique C'est Sport, nous allons avec Jamie Waimo faire un bilan des matchs de l'FC Gaïcha. Donc vous le savez, ils sont tombés en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné ce championnat, donc la O-League. Nous ferons un bilan dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, pour notre rubrique Job et Éducation, nous irons du côté de Koumak à la rencontre d'une association qui a organisé une journée pour aider les écoles du Vanuatu. Donc vous le savez, des écoles qui, il y a eu beaucoup de dégâts après le cyclone, après le passage du cyclone Pam. Et enfin, nous parlerons voiture de notre rubrique C'était hier. Nous parlerons d'une marque qui a disparu, la Pontiac, là où le Pontiac. Et donc nous irons à la rencontre d'un passionné, Patrick Tourini, donc passionné de V8. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans notre rubrique C'était hier. Pour l'heure, je vous propose de recevoir notre invité Benoît Léger, directeur de la Caisse des dépôts. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Léger. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le directeur territorial de la Caisse des dépôts. Alors, pour nos chers téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la Caisse des dépôts? En deux mots, la Caisse des dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur sur les territoires, au service de l'intérêt général. Je pourrais revenir un petit peu dans le détail, si vous voulez, pour vous décrire ce qu'on fait sur le territoire au service des Calédoniens. D'accord, donc vous êtes un grand groupe, vous n'existez pas qu'en Nouvelle-Calédonie, pour bien expliquer. Non, c'est un groupe, donc établissements publics et filiales qui interviennent à la fois en métropole et à l'international, notamment pour les filiales. Et pour ce qui est de l'établissement public, on intervient en métropole et en Outre-mer. Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Alors, je vous ai entendu dire investissement, donc à qui vous servez, à quoi vous servez? Alors, en réalité, on a trois grands métiers, notamment en Nouvelle-Calédonie. On est historiquement banquier des professions juridiques. Donc les professions juridiques, c'est les notaires, les huissiers, mandataires judiciaires, etc. On est également investisseur sur des opérations d'intérêt général. On a par exemple investi dans des logements avec le GDPL de Baco à Koné. Et enfin, on est prêteur au secteur public local, aux bailleurs sociaux pour construire les logements sociaux et aux communes, provinces et territoires pour financer leurs investissements de long terme. Alors, quand vous prêtez par exemple à une collectivité où vous avez justement parlé du GTPL, combien généralement est le prêt? Alors, c'est très variable. Je vais vous donner deux exemples. On a par exemple prêté au CHT, Gaston Bourré, et à l'Agence sanitaire et sociale pour financer une partie du Medipôle, qui sera situé à Dombéa. On a prêté 13 milliards de francs, donc 126 millions d'euros. Pour le GDPL de Baco, pour l'opération de logement à Baco, notre investissement se montait à 25 millions de francs. Donc vous voyez, on a des disparités assez importantes selon les projets. Mais en tout cas, on veille à chaque fois à servir l'intérêt général et on vient lorsqu'il y a une défaillance en gros du secteur privé. Pardon. Alors quand on parle prêt, on parle aussi remboursement. Alors comment est remboursé justement ce prêt? Alors en fait, on fait principalement des prêts de long terme, que ce soit aux bailleurs sociaux pour le logement social ou aux collectivités locales. Donc ce sont des prêts qui peuvent aller jusqu'à 40 ans. Et donc les collectivités locales, par exemple, nous remboursent tous les ans ce qu'on appelle une échéance de prêt pendant toute la durée du prêt. Alors cet argent, il vient quand même de quelque part. D'où est-ce que vient l'argent de la Caisse des dépôts? Alors sur l'activité prêt, qui est une activité importante ici, la ressource vient du fonds d'épargne. Le fonds d'épargne, c'est quoi? C'est un fonds qui gère une partie de l'argent du livret A, que vous avez peut-être, il y a une cinquantaine de millions de livrets A d'ouverts, et cet argent liquide sert à prêter sur du long terme, je vous le disais, au secteur public local ou aux bailleurs sociaux pour financer des investissements de long terme. Donc c'est un système assez vertueux, assez original,
et qui fonctionne très bien. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en euros, pardon, parce que les chiffres sont importants, l'argent du livret A qui est centralisé à la Caisse des dépôts, c'est 250 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'on a de quoi faire, et donc avec cet argent, on fait des prêts de long terme, notamment en Nouvelle-Calédonie, au secteur public. Et les activités sont diverses, on va dire. Tout à l'heure, vous avez parlé du GTBL. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous pouvez mentionner ici Oui, en fait, le spectre est assez large. Encore une fois, nous, on sert l'intérêt général et on répond aux besoins globaux des acteurs publics. Donc on peut financer aussi bien des équipements de santé publique, mais également des logements. On peut financer des logements, on peut faire des bureaux. Voilà, donc je dirais que tout ce qui est équipement public qui sert l'intérêt général, la Caisse des dépôts peut tout à fait les financer. Et donc le particulier n'est pas concerné? Non, on n'a pas de clients particuliers, tout à fait. Alors, si je comprends bien, l'activité économique du pays est importante pour la Caisse des dépôts. Oui, tout à fait. Nous, pour vous donner là encore quelques chiffres, l'encours moyen de la Caisse des dépôts, donc en gros le volume global qu'on a prêté depuis environ une dizaine d'années, au moment où la Caisse des dépôts s'est implantée en Nouvelle-Calédonie, c'est de l'ordre de 70 milliards de francs, l'encours global. Donc c'est une somme importante. Et je vous donnais l'exemple tout à l'heure du Medipôle, où on a financé une quinzaine de milliards de francs. On est sur des volumes, sur certaines opérations qui peuvent être effectivement très importants. Alors, ça fait quand même 10 ans que vous êtes présent en Nouvelle-Calédonie. Quel bilan on peut retenir justement de ces 10 ans de présence au pays? On note, nous, une montée en puissance et puis on se rend compte au fil des ans qu'on est un acteur assez important du financement de l'économie et notamment du secteur public, avec d'autres évidemment, il y a les acteurs privés, il y a d'autres acteurs. On est vraiment en phase de développement. La Nouvelle-Calédonie a d'énormes projets et on essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Alors justement, si des groupes, des entreprises, des élèves qui souhaitent faire des études justement dans ce secteur-là, s'ils ont besoin d'informations, est-ce qu'ils peuvent s'approcher de vous pour avoir plus d'infos? Oui, bien sûr. Nous, on est tout à fait Vous avez un site internet, est-ce qu'on disponible. peut le donner aujourd'hui? Il y a un site internet qui est www.caissedepot.fr avec la référence des antennes qui sont présentes sur tout le territoire, et donc ils trouveront assez facilement l'antenne de Nouméa. Voilà, en cherchant un petit peu, ils trouveront mes coordonnées. Je ne vais peut-être pas donner mes coordonnées là tout de suite, mais en cherchant un petit peu, elles sont facilement accessibles. Alors, pour terminer, quels sont les projets qui attendent justement la Caisse des dépôts à l'avenir? Là, je citerai peut-être deux projets qui sont un petit peu d'actualité. Il y a un projet en province, dans le sud, en province sud, qui est le projet de regroupement des cliniques à Nouville, qui est assez... qui est d'actualité, dont on parle beaucoup, sur lequel on est positionné en investisseur. Et puis un projet dans le Nord, le futur centre hospitalier du Nord, à Koné, sur lequel on sera positionné en prêteur cette fois. Donc vous voyez deux illustrations de nos métiers qu'on peut faire en Nouvelle-Calédonie, qui sont deux équipements de santé, mais je dirais que c'est le hasard. Encore une fois, on peut intervenir sur bien d'autres secteurs. Voilà, donc Benoît Léger, merci d'être venu nous parler de la Caisse des écoles, des dépôts, pardon. Je vous en prie. Voilà, donc c'est la fin de cet entretien. Nous passons tout de suite à l'agenda du pays. Et nous retrouvons tout de suite Falaï pour l'agenda du pays. Bonjour. Bonjour Elise, salut à tous. Alors on commence tout de suite avec la commune de Kanala qui a lancé hier l'événement, le Forum des artistes, et c'est sa première édition. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est une semaine de partage et d'échange autour de l'art kanak. Donc il y a de nombreux ateliers où les visiteurs peuvent participer et échanger avec les artistes. Alors sur place vous trouverez des ateliers sculpture, vannerie, poterie, couture ou encore atelier monnaie kanak. On va apprendre un petit peu comment on la fabrique. Pour les enfants, parce qu'eux aussi ont droit à des activités et pas n'importe lesquelles, parce qu'elles suivent le thème. Donc voilà, ces jeux traditionnels, on va dire, avec par exemple les fabrications d'hélices avec les feuilles de cocotier. Ça m'a l'air très très intéressant pour justement
déjà préserver notre patrimoine, revoir et revisiter donc, toutes ces fabrications. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir Canala et puis ses artistes aussi. Ouais, tout à fait. Et sur place, vous trouverez de la restauration, hein, toujours avec des plats traditionnels proposés par les mamies de la région, parce qu'on apprécie mieux les choses avec le ventre plein. C'est clair. Et puis on peut rappeler justement les dates et les heures également de cet événement. Oui, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les ateliers, c'est à partir d'aujourd'hui, lundi 11 mai, et c'est ouvert au public jusqu'au vendredi 15 mai de 8h à 16h. Ensuite, dès 18h et jusqu'à 20h, il y aura des animations de soirée avec des contes et légendes, des causeries autour de la langue Kharatu ou encore autour du tapa. Donc voilà, rendez-vous au village des artistes qui se trouve entre la médiathèque et la salle polyvalente, et c'est jusqu'au 17 mai. Donc, très bien, on continue en province nord et notamment donc, dans la commune de Poindimé. Oui, la commune de Poindimé, où il y aura 2 projections de films donc à la médiathèque du Nord à Poindimé. Alors mercredi 20, c'est une projection destinée aux enfants, c'est normal, mercredi c'est la journée des enfants. Et c'est le dessin animé Lucky Luke qui sera programmé, c'est une fiction qui dure 1h20 et c'est donc mercredi 20 à la bibliothèque, à la médiathèque du Nord à Poindimé, et c'est à partir de 14h. Ok, le deuxième film c'est pour les plus grands. Oui, les plus grands, mais bon, il n'empêche pas que les plus grands peuvent très bien aller voir Lucky Luke, ça ne fait pas de mal d'aller revoir un bon dessin animé. Bon, sinon, il est aussi proposé 2 rétrospectives d'Adnourou Amboro. Alors, il s'agit du film de Sylvain Piotaz, Le Dernier Assaut. Voilà, et ça, un rapport avec le film avec Mathieu Kassovitz, c'est ça le film de Mathieu Kassovitz? Oui, c'est ça, Élise. C'est en fait les coulisses de son film, L'ordre et la morale. Et donc là, on retrouve une trentaine de Kanaks de Gossana, d'Ouvéa, qui se retrouvent en Polynésie sur le tournage du film. Le documentaire dure environ 1 heure. Et la deuxième rétrospective? C'est un documentaire de 24 minutes intitulé Spiriti. C'est une sorte d'immersion, on va dire, dans une petite communauté qui vit dans les montagnes d'Honduras, et cette communauté a choisi de protéger, de prendre soin de leurs terres plutôt que de les vendre. Et voilà, c'est toujours à la médiathèque du Nord à Poindimier, c'est jeudi 21 mai à partir de 17h30. Et on continue avec une formation du côté de Koumak. Oui, avec le conservatoire de musique de Koumak qui propose une formation des futurs musiciens intervenant en classe d'initiation. D'accord, et on finit plutôt, et ça s'adresse à qui en fait, pardon? Oui, alors déjà, ça s'adresse aux amateurs de musique, filles et garçons qui de 16 à 25 ans. On peut avoir les renseignements et les inscriptions auprès de l'AFMI de Koumak au 42 33 04 ou par mail à antenne-koumak@afmi.nc. Voilà, et on finit avec un appel de bénévoles. Oui, un appel de l'Union des amis et familles de malades et handicapés mentaux qui recherchent ces bénévoles pour aider l'association. Donc cette association, elle représente un petit peu les familles des malades psychiatriques. C'est aussi le lien entre les familles, le malade et les institutions. Voilà, donc son but, c'est informer et surtout déstigmatiser les malades psychiatriques. Et c'est un appel pour quelle province? Pour l'ensemble du pays, du nord au sud, en passant par les îles. Donc voilà, pour aider cette association, vous pouvez appeler le 43 45 95 et le 78 99 45. Voilà, donc ce sera tout pour nous. Merci et puis on te retrouve demain. Au plaisir, Élise. Salut à tous. Quant à nous, je vous propose de retrouver Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, aujourd'hui on parle football et notamment de la O-League et du parcours de FC Gaïcha. Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors cela n'était plus arrivé depuis 10 ans après l'AS Magenta en 2005. Le FC Gaïcha devient donc le deuxième club du pays à avoir atteint le dernier carré de la O-League. Et c'est face à l'ogre Kiwi Auckland City que les Calédoniens se sont inclinés sur le score de 1-0. Je vous propose de revenir sur les temps forts de la rencontre. Once upon a time
Somebody ran away saying fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Gaïcha qui s'est incliné en demi-finale. Alors on retient le parcours ou ça s'arrête là en fait, où il y a une suite. Alors en effet Elise, en atteignant le dernier carré de la compétition, le FC Gaïcha permet donc à la Nouvelle-Calédonie d'avoir 2 représentants l'an prochain. Donc 2 clubs qui représenteront le pays pour la prochaine O-League en 2016. Je vous propose tout de suite d'écouter les précisions du secrétaire général Nicolas Guillemard de la Fédération calédonienne de football. Voilà, hein, juste le fait qu'ils soient montés jusqu'en demi-finale, ça permet donc l'année prochaine au club de Magenta et au deuxième de l'année dernière, donc l'OSI, de monter concourir à la Super League. Donc nous, on est vraiment super heureux, là, on est très contents de ça parce que donc, ça nous permet aux jeunes ça permet de montrer nos jeunes, hein, d'aller de l'avant et puis de construire sur ces équipes-là. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de la valorisation des jeunes et donc dans le projet de la fédération en fait. En fait, il n'y a pas d'éliminatoire, hein, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés là, pour la O-League, après c'est directement la compétition, hein, il n'y a pas de match de barrage puisqu'ils finissent les 2 premiers, puisque là on a été jusqu'en demi-finale, donc les 2 premiers du championnat de Super League, donc qui sont qualifiés pour la O-League. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de match de barrage, hein. Ce qui compte aujourd'hui c'est la compétition, donc il va falloir que les clubs se préparent et puis juste simplement avancer dans la ligne de la compétition telle qu'elle a lieu en O-League. Voilà, donc Magenta et l'AS LOSI, ce seront donc les prochains candidats pour la O-League 2016. Le lieu reste encore à définir, Elise. Alors, comment se fait la qualification pour une O-League? Alors, pour participer à la O-League, il faut être champion. L'an dernier, c'est l'AS Magenta qui a été sacré champion de Nouvelle-Calédonie. Donc, ce titre les qualifie directement pour la O-League. La O-League qui est une compétition qui regroupe tous les champions des différents championnats des îles du Pacifique. Cette année, le champion calédonien de 2013, le FC Gaïcha, était dans la poule du champion samoan, l'équipe de Loupé. Donc le FC Gaïcha, vous avez tous suivi dans les nouvelles, s'était imposé sur le score de 8 buts à 1.
Et il y avait aussi le champion fidjien, l'équipe du FC Ba. Là, par contre, pendant le premier match, le FC Gaïcha s'était incliné par Agdan sur le lourd score de 3-0. Et puis, il y avait également le vice-champion tahitien, l'AS Pierre. Le FC Gaïcha avait gagné sur le score de 5-2. Et du coup, le vice-champion aussi peut participer à la O-League? Oui, c'est vrai. Uniquement, Élise, lorsque un club atteint les demi-finales. Cette année, donc, le FC Gaïcha a atteint les demi-finales. Par conséquent, le deuxième du championnat, le championnat qui s'est déroulé l'an dernier, le deuxième, c'est l'AS Lessi, obtient le droit de participer aussi aux côtés de l'AS Magenta à la O-League. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et tout de suite, je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur de l'AS Lessi. Garçon, travaille sur la récupération. Donc vous allez 2 équipes ici contre une. Vous êtes en supériorité numérique, d'accord? Donc vous conservez le ballon, les autres ils viennent. Allez, c'est parti les garçons, laissez-moi les ballons dehors. Déjà c'est une bonne nouvelle pour le club, vu que, l'année dernière ils ont fini deuxième. Je crois que c'est pour ça parce qu'il y a des gens qui disent oui, peut-être qu'on ne le méritait pas. Mais déjà pour le club c'est bien. Vu qu'ils ont fini deuxième, je parle pour les joueurs, pour les dirigeants et tout, ils ont fini deuxième de la O-League du championnat de l'année dernière. Et c'est pour ça qu'ils sont maintenant en O-League, grâce à Gaïcha bien sûr. Donc si vous voulez, moi ce que je dis c'est que voilà, Gaïcha il a fait ce qu'il fallait pour nous qualifier nous, mais les joueurs aussi ont fait ce qu'il faut pour terminer deuxième l'année dernière et être qualifié cette année. Donc moi c'est une très très bonne nouvelle, ça nous permet de voir autre chose. Là aussi il finit toujours deuxième, troisième, quatrième du championnat et pour cette fois-ci, on va pouvoir tester autre chose, voir autre chose. Moi j'ai un bon groupe, pour le championnat c'est un très bon groupe, mais après pour la Ligue c'est peut-être pas suffisant. Mais moi j'ai dit que j'aime pas trop le faire comme ils ont fait comme font les Tahitiens, comme on fait Gaïcha l'année dernière, ou cette année. Moi je préfère des joueurs qui jouent pour la SLSI qui vont faire la O-League. Donc s'il y a recrutement, ça sera des joueurs, des mecs qui vont venir jouer à la SLSI. Ce n'est pas des joueurs qui vont venir et redémissionner après. Je pense, ça c'est mon avis à moi. Je veux dire, maintenant c'est les dirigeants qui vont trancher et tout. Ça va être une concertation avec les dirigeants et après peut-être que nous, tous ensemble, on mettra une politique en place, quoi. Mais moi personnellement, je préfère des joueurs de l'AS Lessi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mecs qui vont venir pour démissionner, pour repartir, non. Moi, je préfère des mecs qui viennent, qui jouent à l'AS Lessi toute l'année. Donc voilà, Élise, l'AS Lessi, l'AS Magenta plutôt et l'AS Lessi seront les prochains candidats pour remporter cette O-League. C'est une bonne nouvelle pour le football calédonien. Il y aura donc 2 représentants. Donc du coup, ça augmente les chances de pouvoir remporter cette fameuse O-League, cette coupe tant convoitée par les Calédoniens. Retour sur Gaïcha, donc du coup le représentant calédonien en O-League est rentré de son petit séjour fidjien. L'heure est au bilan, mais l'heure est aussi à la reprise de la Super League. Donc changement de compétition, changement d'atmosphère et changement d'objectif. On fait le bilan, c'est tout de suite Élise dans ce reportage. Attention le bras Pierre. On a retardé un petit peu le départ. Le départ c'est aujourd'hui. La route elle est longue. Elle va pas se terminer de suite, mais elle va se fêter ce soir. Et pour Gaïcha, bébé! On a eu la chance d'arriver 5 jours avant le premier match, donc période d'acclimatation qui est importante. Acclimatation au niveau physique parce que voyage, trajet, fatigue d'entraînement, ça nous a permis de nous reposer. Et puis au niveau du climat parce que un cran plus chaud, un cran plus humide et un temps un peu plus tropical qu'en Calédonie. Donc déjà une adaptation qui a été importante, qui s'est bien faite,
qui a montré aussi l'état d'esprit du groupe, la cohésion. Et c'est, je pense, ce qui a été la clé des résultats derrière. Voilà, chez nous, dans le Nord, on a déjà mangé Ignan. Voilà, c'est juste pour dire par respect, puis pour que ça donne la force à nous pour le match qui suit, puis par la suite. Moi, puis Didi, on a déjà mangé Ignan, voilà. Juste à se serrer la main, on fait ça chez nous. Pour le match, même si pour aller à la pêche ou à la chasse, on fait ça chez nous. Voilà. Merci. Olé. 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 Ensuite, on fait un premier match où on déjoue. On déjoue dans le sens où on montre qui est Gaïcha, on montre qui est le foot calédonien. Sur le terrain, on domine par le jeu. Le football montre que dominer n'est pas gagné. On prend 3 buts, donc 3-0 sur le premier match, une belle claque. On s'aperçoit souvent, match par match ou entraînement par entraînement, qu'on a besoin ici de prendre une claque pour pouvoir se réveiller. Et c'est peut-être grâce à cette défaite qu'on est allé en demi-finale. Donc j'en suis pas forcément persuadé, mais c'est peut-être l'outil qui nous a permis d'aller plus loin. Donc deuxième match contre Pirae. Sans te jeter! Sans te jeter! On est chez eux. Au final, un 5-2 qui remotive, qui remobilise et qui donne confiance pour le dernier match qui se passait contre l'OP Soaga, donc les Samoans. Donc on est allé chercher cette qualification, je pense, avec le cœur, avec les tripes et pas forcément avec le beau jeu qu'on peut montrer. Donc ils ont peut-être compris, en tout cas, ils en ont fait l'expérience que l'efficacité prime sur le titre, sur les champions, sur les résultats et pas forcément le beau jeu et l'exploit. Enfin, le défenseur central ou même le latéral, enfin, le défenseur central ou le gardien il va jouer sur lui, lui il va remiser sur les latéraux là, puis eux vont aller chercher devant leurs attaquants. Maman est à manque 2 à resserrer. Rappelez-vous le but que Christian a marqué hier. Exemple, second ballon, on n'y était pas. Ils sont 5 à venir au second ballon. Et mettons, ça c'est les 5, c'est sur le papier. Ils peuvent être 4, voire 3, mais souvent ils seront nombreux. Là, tu as resserré que les latéraux, il y a les 2-6 qui doivent venir à la tombée au second ballon. Important, hein, Wabé, CC. Quand vous avez vu le ballon qui part par-dessus vous, il va partir par-dessus. De suite, vous devez lire le jeu, où est-ce qu'il va y avoir la chute et être autour. Au niveau jeu, au niveau communication, au niveau persévérance dans l'effort, non, on n'a pas vu le visage des Calédoniens de ce que je peux en voir depuis 3 ans ici. On a vu des joueurs qui sont soudés, qui se parlent sur le terrain. On a vu des joueurs qui appliquent un système de jeu, qui comprennent des consignes tactiques et qui savent rivaliser avec les plus grands, puisqu'ils ont fait déjouer une équipe néo-zélandaise qui est aujourd'hui 3e mondiale de par son parcours l'an dernier. Donc non, on n'a pas forcément montré que le visage des Calédoniens, on a montré un peu plus et on a surtout montré, je pense, ce que le foot calédonien veut devenir petit à petit. Donc voilà, on est dans la bonne voie et j'espère que les clubs autour, donc les clubs de Super League et les autres, pas dire prendront un exemple, mais s'appuieront un peu sur cette façon de travailler, cette façon de jouer, cette façon de s'investir pour aller plus haut et pas attendre que tout nous tombe dessus, mais vraiment construire des choses pour aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin.
Serrez les garçons, serrez, serrez, serrez. Sur le terrain. Garçons, la famille, notre famille, on pense à notre famille. On a des enfants, des parents. Toute la famille des garçons. On les a laissés pour venir jouer au foot. C'est notre passion, c'est juste une passion, un plaisir. Alors sur le terrain, les garçons, on va rentrer. On va juste prendre plaisir, prendre plaisir. Prendre plaisir les garçons. De la première minute, première seconde à la dernière les garçons. Ok les garçons? Ok! Voilà, donc Jamie, s'il fallait une analyse, hein, comme tu étais sur place, quelle serait justement la tienne? Alors c'est clair, Élise, que la Nouvelle-Calédonie pourra un jour, l'année prochaine ou dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas, mais la Nouvelle-Calédonie peut remporter cette fameuse O-League. 100 millions de francs pacifiques à gagner, ce n'est pas négligeable et ça suffit déjà pour motiver les différentes équipes qui y participent à cette O-League. Mais je dirais que pour gagner, l'analyse qui est ressortie donc, de cette aventure fidjienne, il faut que tous les clubs du pays s'unissent et travaillent dans le même sens. Quand je parle de travailler dans le même sens, c'est pour le FC Gaïcha, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe a monté, enfin le président, le bureau a monté une équipe compétitive, c'est-à-dire qu'elle a récupéré les meilleurs joueurs des différentes équipes qui composent le championnat actuel, c'est-à-dire 4 joueurs de l'AS Magenta, un joueur de Yingen, Bertrand Caille, et puis ensuite avec quelques joueurs qui ont démissionné des différents clubs, notamment l'AS Lassie, pour intégrer l'effectif. Tout simplement pourquoi? Pour monter une équipe capable de gagner cette O-League. Donc voilà, ça s'est fait, mais avec je dirais, ça a été difficile, ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que les clubs ne veulent pas forcément laisser partir leurs joueurs. Parce que quand ils partent en O-League, ça les handicape du coup pour le championnat. Sachant qu'ici, lorsqu'on est parti participer… Oui, il y avait des matchs également. Voilà, le championnat a continué. Donc voilà, ce sont les meilleurs éléments des équipes qui partent. C'est vrai que pour un club qui laisse partir son joueur, sachant qu'il joue le titre, notamment comme Yingen et l'AS Magenta, c'est difficile de les laisser partir. Mais après, voilà, soit on parle O-League et parle pour le football, pour le bien du football calédonien, ou soit on reste ancré sur ses positions et ses objectifs propres au club. Voilà, là, c'est là où il y a une grosse discussion à faire entre les membres de la fédération, mais également les différents présidents de club. C'est clair que vous représentez quand même la Calédonie, même si vous avez le nom voilà, là, c'est le FC Gaïcha, mais lorsqu'on est parti d'ailleurs sur place, le nom de l'équipe, on avait donné un petit surnom, on avait parlé de Kagou, mais Kagou, c'est quand même pour la sélection calédonienne. Du coup, on a donné le nom de Caillou. Voilà, Caillou, pourquoi? Pour les différentes composantes de ce pays, la province Nord, la province des îles et la province Sud étaient représentées au sein du même club. Donc du coup, quand on descendait sur le terrain, c'était pour défendre les couleurs de la Nouvelle-Calédonie, du FC Gaïcha, mais surtout de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, sur place, le constat il a été flagrant. C'est la plupart des clubs, notamment les clubs néo-zélandais, comme le club de Wellington, avaient fait une petite sélection. Donc c'était les meilleurs joueurs des différents clubs sur place qui ont été choisis pour participer à cette O-League. Le résultat, c'est quoi? Ils arrivent à atteindre la finale et puis ils arrivent à gagner cette O-League. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de travail de solidarité. Et puis, il faut que tous les clubs s'unissent et travaillent dans le même sens. Si on parle bien sûr pour gagner cette O-League. Après, si on reste toujours pour gagner le championnat et la Coupe Calédonie pour participer à la Coupe de France, voilà, après, là, ça risque les objectifs sont différents et après, voilà, les accords seront difficiles à trouver entre les différentes composantes. Alors, pour terminer, Jimmy, parce qu'il nous reste peu de temps, on va dire, tu es allé sur place, tu as rencontré d'autres joueurs, enfin, tes camarades ont rencontré d'autres joueurs. Quel est le niveau, en fait, des joueurs sur place? Alors c'est vrai que le FC Gaïcha était considéré sur place comme le petit outsider parce que les équipes calédoniennes qui avaient l'habitude de participer à cette O-League, c'était l'AS Magenta, une équipe ultra connue à l'échelle du Pacifique, mais également l'AS Mondor. Là, le FC Gaïcha, personne ne connaissait le FC Gaïcha. Donc du coup, on est arrivé en toute humilité et sachant que voilà, on était conscient de nos qualités, mais on était conscient aussi du niveau qu'il y avait en face. Et vu le parcours que l'équipe a réalisé, et notamment cette demi-finale contre Auckland City, qui est tout de même la 3e meilleure équipe mondiale, qui avait perdu en demi-finale contre le Real de Madrid à la Coupe du Monde des clubs champions, c'était incliné 1-0. C'était quand même un grand challenge qui nous attendait. Et lorsque les joueurs sont descendus et sont
L'équipe a perdu 1-0, mais elle avait largement la possibilité de battre cette équipe néo-zélandaise. Là, on a commencé à prendre conscience du niveau qu'il y avait ici en Nouvelle-Calédonie et que voilà, le résultat, on revient avec un bilan positif et on se dit que cette O-League, la Nouvelle-Calédonie a la possibilité de pouvoir remporter cette fameuse O-League si tout le monde, si tous les clubs avancent dans le même sens et si on arrive à trouver des partenariats communs entre les différents acteurs de ce championnat et notamment au niveau de la Fédération calédonienne de football. Voilà tout. Voilà, merci Jimmy. On va dire que les Calédoniens ont un haut niveau. Merci et puis on te retrouve dès mercredi. Voilà, merci Élise et merci à tous. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Job et Éducation. Alors, cette semaine, nous parlons du Vanuatu à travers une action de solidarité organisée du côté de la commune de Koumak. Marilène, on sait, le peuple nivanuatais a beaucoup souffert suite au passage du cyclone Pam. On sait qu'il y a eu énormément de dégâts dans plusieurs îles de l'archipel. Alors, Marilène, est-ce qu'on sait si les enfants ont pu retourner à l'école depuis la catastrophe ? Alors bonjour Élise et bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'un mois après quand même le passage du cyclone, l'heure est à la reconstruction. Les écoles ne sont pas encore, si tu veux, en état d'accueillir des élèves. En tout cas, pour beaucoup d'écoles, c'est encore le cas. Parce que tu imagines que si du côté des habitations, elles ont été très endommagées, tu te doutes bien qu'au niveau des écoles, c'est aussi le cas. Donc voilà, la situation est quand même assez dramatique. Mais on sait quelle est la situation générale en fait? Alors si tu veux, pour écrire cette chronique, j'ai quand même fait des petites recherches et je me suis rendu compte que beaucoup de médias avaient parlé de ce qui s'était passé au Vanuatu. Et donc j'ai vu des articles de Libération, j'ai écouté un reportage audio sur RFI, Radio France Internationale. J'ai également regardé un reportage télé qui avait été réalisé par une télévision néo-zélandaise. Et donc voilà, où ils faisaient tous le constat, si tu veux, qu'aujourd'hui, les enfants, certains en tout cas, ont pu reprendre, si tu veux, le chemin de l'école, mais pas dans leurs écoles en fait, puisque souvent, elles ont soit perdu la toiture, soit, si elles étaient construites en matériaux naturels, tout a été détruit, Élise. D'accord. Est-ce que l'on sait justement dans quelles écoles plutôt ont été touchées ? Alors, si tu veux, y a un site qui m'a permis, si tu veux, d'avoir des informations assez détaillées. C'est le site de l'association Pikinini Nouvelle-Calédonie. Et donc, justement, pour répondre à ta question, sur ce site-là, il y a carrément une liste d'écoles qui ont été durement touchées par le cyclone. Alors, je vais citer quelques écoles, Élise. Alors, du côté d'Efaté, on a donc Mele Swango, on a Pango Esnar, Eracor, Second Lagoon, Ekasup, Anabrou, Mission, le lycée Montmartre et Bougainville, l'antenne de Port-Villa de l'agence universitaire de la francophonie, ainsi que Bébarrière, donc sur Pentecôte, et puis 2 écoles sur Tana, et puis il doit y en avoir aussi encore d'autres qui ne sont pas recensées, en tout cas sur le site internet. En effet, beaucoup d'écoles ont été touchées. Énormément. Donc du coup, si les toits se sont volés, l'eau est entrée à l'intérieur justement du bâtiment, donc beaucoup de matériel a été perdu. Ah oui, exactement. Parce que comme tu le dis si bien, l'eau est entrée dans les salles de classe. Donc tout ce qui était livres, encyclopédies, les dictionnaires, tout ça a été mouillé, les cahiers des élèves aussi. Et puis le matériel a pris l'eau, les tables, les chaises, les bancs. Donc voilà, plus rien aujourd'hui est en état. Donc on comprend pourquoi effectivement l'école n'a pas forcément repris pour tous les enfants. Donc la mobilisation reste de mise. Il n'est jamais trop tard pour continuer justement à donner pour le Vanuatu, n'est-ce pas, Marie? Exactement, Élise. Et on a besoin également et toujours de fournitures scolaires. Donc, comme on le disait, il n'y a plus de livres, il n'y a plus d'encyclopédie. Donc, on a besoin de tout ça, même si jusqu'à maintenant, il y a quand même des choses qui ont été déjà amenées au Vanuatu. Donc, aujourd'hui, au niveau, si tu veux, des besoins, ça reste quand même du papier, des stylos, des cahiers. On a besoin toujours donc, de livres de bibliothèque pour les enfants. Et puis, du côté du mobilier, il y a des choses qui ont été déjà apportées. Du côté des livres aussi pédagogiques, on va dire, des choses aussi ont été apportées. Et puis, figure-toi que, comme tu dis si bien, la mobilisation continue. Et donc, du côté du Nord, il y a une association donc, qui se mobilise, qui s'est mobilisée donc, le 1er mai. Et cette association s'appelle le collectif de Koumak, collectif Koumak Solidarité. Donc voilà, l'objectif c'est de récolter donc, des dons
pour acheter à nouveau des fournitures pour les écoles. Et donc on va regarder tout de suite le reportage de ta sœur, Nathanaëlle Nagan, et donc de Prosper Poigou. Alors on a invité tout le monde, un collectif s'est monté derrière. On est ici dans les locaux et dans les terrains de l'OMS de Koumak. Voilà, on a choisi cet endroit parce qu'il y a des outils pour le sport, pour la musique et pour tout qui va enrichir cette journée solidarité. Au départ, c'était moi avec les membres du club les deux clubs de football. Alors après, de bouche à oreille, voilà, j'avais dit tout à l'heure dans mon discours que voilà, le collectif s'est monté comme une fourmilière. Les gens se sont fédérés, alors des membres des associations de Koumak, il y a des bénévoles, des professeurs, des directeurs et tout autre. On a mis aussi des élèves, voilà, pour en fait chapeauter cette journée solidarité. Le slogan, je l'ai même choisi et puis après je l'ai présenté au collectif dès notre première réunion. Alors ce slogan se dit la solidarité, elle se transmet par le cœur. J'ai tout de suite insisté sur le mot transmettre. Voilà, c'est pour ça que le slogan nous dit la solidarité, elle se transmet par le cœur. Les stands que nous pouvons trouver sur le site, nous avons trois grands sites. Alors les sites donc, du Boulodrome qui se trouve en haut du village, on peut trouver la pétanque, aussi de la restauration. Et puis nous avons un deuxième site qui est le site de futsal volley, donc tout ce qui est activité sportive, et aussi le site donc, du plateau musical. Donc, et autour du plateau musical, on a différents stands donc, stands de restauration, exposition de plantes, de robes, voilà. Donc, et puis le site aussi qui accueille aussi tout ce qui est diffusion des personnes qui ont été sur Vanuatu. Voilà, donc il nous a rapporté un peu un petit film de ce qui s'est passé après le cyclone Pam. Il y a des personnes qui sont là au fait pour des valeurs, des valeurs qui sont défendues. Après, comme on dit, c'est-à-dire que cette journée-là, c'est vrai que c'est pour les enfants du Vanuatu. On pense aussi aux gens du Nord, de Wegwa, Bandé qui ont été touchés. On ne regarde pas l'origine, donc l'ethnie pour qui on défend donc, cette journée. Cette journée, on le fait parce que ce sont des personnes. Et nous, notre projet principal, voilà, c'est pour les enfants du Vanuatu. Parce qu'on a eu l'occasion de voir un peu les sujets qui ont été ramenés, donc des enfants qui n'ont pas de fourniture scolaire. J'ai été rencontrer monsieur le consul du Vanuatu à Nouméa. Alors je lui ai parlé du projet. Je lui ai parlé du projet que voilà, on voudrait aider une école, mais après par la suite signer un jumelage par l'intermédiaire du consul avec cette école du Vanuatu. Il y a aussi un projet que je fais. Je vais travailler avec des jeunes. C'est des jeunes qui sont non scolarisés. Ça veut dire qu'ils sont mis de côté maintenant. C'est une tranche d'âge de 13-17 ans. Je vais travailler avec eux et le projet c'est de partir avec eux l'année prochaine sur Vanuatu pour aider une école à reconstruire un bâtiment ou peindre une école. Voilà. Life is good with music, alright. There is light at the end of the dark. Life is good with music.
Alors, par rapport à cette journée qui est organisée aujourd'hui par M. Toupaïsi, je tiens quand même à remercier le comité pour cet élan de solidarité envers mon pays. Et je pense que les gens de Koumak sont assez solidaires et généreux, et d'où le succès de la journée d'aujourd'hui. Je pense que c'est un bon exemple à montrer à nos enfants ainsi qu'aux enfants de Koumak qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble en Calédonie, tout simplement. Bonjour, voilà, on est venu pour la collecte. Merci beaucoup pour votre participation. Il y a combien? Vous avez donné combien? Beaucoup. Ok, ben je vous remercie beaucoup pour la solidarité. Voilà, on fera une autre collecte voilà, ce soir avant la fin. Voilà, et surtout merci beaucoup pour la transmission de votre cœur de solidarité. Merci beaucoup. Cette journée, on a ciblé rien que la population de Koumak, mais avec tous les invités, tous les gens qui arrivent des communes voisines. Voilà, je suis content qu'il y a du monde. Voilà, les jeunes qui font du sport, les artistes qui font de la musique, les mamans qui sont là au loto bingo, les gens qui sont à l'ambre à regarder la musique. Je suis satisfait, très content de voir ce monde-là donner, participer à cette journée avec leur cœur, leur générosité de venir participer à cette journée solidarité pour le Vanuatu. Ce cadeau représente des plumes, des plumes. Alors pour eux au Vanuatu, ça représente une poule qui donne à manger à son poussin. Alors pour eux, nous sommes la poule et eux, ce sont les poussins. Et nous, on va les aider, on va leur donner à manger. Voilà un peu la représentativité de ce cadeau. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on rappelle aux téléspectateurs qui ne le sauraient pas encore que les îles donc de Maiwo, Pointe-Côte, Cherpère, pardon pour la prononciation, donc Tongoa, Bahama, Epi, Emae, Efate, Tana, donc Eromongo, Futuna, Anatome, donc ce sont des endroits qui ont été sérieusement touchés, Marilène. Oui, Élise, et puis certaines écoles sont encore fermées au jour d'aujourd'hui, donc le retour à la normale est quand même voilà, loin d'être généralisé, Élise, c'est sûr. Et puis, tu sais, il y a quand même 260 000 habitants du côté donc, du Vanuatu, et il y a 166 000 personnes qui seraient donc affectées quand même, donc ce qui équivaut à peu près à la moitié de la population quand même du Vanuatu, qui est donc vraiment dans le besoin, et près de 98 000 personnes ont perdu leur maison et leur récolte. Donc voilà, une vraie catastrophe. Alors on peut rappeler les contacts justement pour les dons? Alors oui, bien sûr. Alors pour le collectif Koumak Solidarité, il faut donc contacter M. Toupaïsi au numéro suivant, Élise, le 98 71 21. Ensuite, pour l'association Pikinini, Nouvelle-Calédonie, on peut donc joindre la présidente au 73 12 16. Ils ont bien évidemment voilà, le site internet dont je parlais tout à l'heure. L'adresse est la suivante, pikininikalédo.com. Et puis bien évidemment, ceux qui le souhaitent peuvent aussi donner des dons via l'UNICEF, le site internet. Il y a aussi la Croix-Rouge qui se mobilise toujours. Toutes les associations qui ont jusqu'à présent aussi participé donc à la solidarité Vanuatu et qui ont déjà emmené énormément de choses sur place via des containers. Et puis les structures qui soutiennent le mouvement, les institutions aussi qui accompagnent tout ce mouvement de solidarité. Voilà, donc merci Marianne, et puis n'hésitez pas à faire des dons, à contacter tous ces numéros-là. D'ailleurs, en fin de semaine, nous recevrons justement le commandant Nicolet du REMAP qui était sur place lors du déploiement donc, de l'aide d'urgence. Merci Marianne, et puis on te retrouve donc jeudi, non, plutôt demain plutôt, pardon. Exactement, Élise, c'est demain. Merci à toi, bonne journée, au revoir. Allez, on retrouve notre rubrique fin bon. Alors aujourd'hui, pour notre rubrique fin bon, nous parlons dessert. Donc nous pouvons le servir pendant un anniversaire, après un bon repas ou pendant le petit déjeuner, donc comme on le fait ici en Nouvelle-Calédonie. Mais bon, il ne faut pas en abuser. Aujourd'hui, je vous propose donc la recette de la merveille aux fruits. Bonjour, aujourd'hui on va voir une merveille aux fruits tropicale avec des fruits de saison. Pour la recette, on va avoir besoin d'un ananas, 3 kiwis, du coco râpé et du coco séché en copeaux, une dizaine de bananes
pour une compotée de bananes, du coulis de fruits de la passion, de l'agar-agar que l'on peut trouver dans le commerce. On a besoin de 4 grammes. Pour la génoise, 180 g de sucre, 180 g de farine, 6 œufs et on va finir avec 1 litre de crème fraîche. Alors on va commencer par la génoise. Je vais prendre mes 6 œufs et je vais les casser dans la cuve d'un batteur. J'y mets la totalité de mon sucre et je vais ensuite mettre le robot à vitesse moyenne pour commencer. Donc, en attendant que ma génoise monte, on va passer à la compotée de bananes. J'y ajoute mon coulis de passion et on va laisser compoter gentiment notre mélange de bananes et de passion. Et je vais pouvoir ajouter mon agar-agar. Alors, une fois que notre compotée a pris un bon petit bouillon, on va la passer à la girafe pour rendre le tout bien homogène et finir de mélanger l'agar-agar. Comme ceci. Donc, maintenant, notre mélange d'œufs et de sucre a facilement triplé de volume et on va maintenant y mettre la farine qu'on aura tamisée un petit peu avant. Donc en pluie et en 3 fois. Là je pars sur les extérieurs, je reviens en intérieur. On évite de mélanger ça comme si on mélangeait avec un fouet. Sinon, on va faire retomber l'appareil, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Là, on cherche vraiment à avoir quelque chose de très léger. Voilà, donc on essaye de bien récupérer le fond également, parce qu'il restera toujours de la farine qui n'aura pas été mélangée. Alors pendant que je fais ça, je chauffe mon four à 180 degrés. Comme ça on va pouvoir enfourner tout de suite. Ça évitera également que l'appareil retombe. Voilà, dès qu'on commence à avoir un effet de filet, on commence à être pas mal. Là, il y a juste à parfaire le mélange. Et là on va déposer la quantité et on va pouvoir lisser avec une spatule. Donc on va bien sur les bords. Alors moi je n'aurai pas besoin de toute la plaque, donc j'en ramène un petit peu, j'égalise partout. Alors pour faciliter au démoulage, on peut passer légèrement le doigt sur les parois. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de bien droit. Et ça va également nous aider au démoulage. Et j'enfourne maintenant ça au four à 180 degrés, selon les fours, entre 10 à 20 minutes. Alors en attendant que la génoise cuise, on va préparer nos fruits. Donc on va tailler les kiwis. Voilà, comme ceci, en demi, et on va faire des petites tranches. Et le dernier, on va le couper en deux, on va garder une moitié pour le décor. Et on va peler la dernière. Voilà, pour le kiwi, on va passer à l'ananas. On coupe la tête que l'on va garder. Le bas
on n'en a pas besoin. Et on retire bien tous les yeux de l'ananas. Alors, je vais laisser de côté pour l'instant mon ananas. Je vais aller vérifier la cuisson de ma génoise. Là, on en est à peu près 8 minutes. Donc, je retire un petit peu. Je prends une pointe de couteau, doucement si vous avez un cile-patte pour ne pas l'abîmer. Je l'enfonce légèrement et la pointe du couteau est sèche, donc ma meringue est cuite. On va revenir sur notre ananas. Donc, on finit de retirer les yeux qui restent. Je vais le couper en quartiers, en deux, encore en deux. Retirer toute la partie, le cœur, car c'est la partie la plus filandreuse et la moins intéressante. Comme ceci, et je vais venir tailler des petits cubes. Donc à peu près chaque quartier en 3. Voilà, et j'en garde un pour la décoration encore à la fin. Donc pour le démoulage, on va se munir de feuilles de papier sulfurisé. On vient prendre le bord et on vient retourner notre génoise. Alors pour le démouler, on va partir d'un angle du cile-patte et venir glisser tout doucement pour éviter de déchirer notre génoise qui est encore fragile, comme ceci. Si ça creuse d'un côté, on passe par un autre. Et surtout ne pas monter, mais vraiment le faire glisser au plus proche. Et là, notre génoise est impeccable. Et on va pouvoir étaler notre compotée de banane. Donc voici la compotée. Je viens la déposer dessus. Et je vais maintenant l'étaler sur notre génoise. Ici, je vais la tailler pour en faire un rond. Donc, je n'ai besoin d'étaler ma compotée que là où j'en aurai besoin. Une fois qu'on a étalé ça, on va réserver au frigo le temps de laisser l'agar-agar prendre et la génoise refroidir. Donc voilà, 10 minutes sont passées, on va vérifier notre génoise. Donc, avec la compotée, au toucher, ça ne colle plus au doigt, donc l'agar-agar a bien pris. Donc là, on peut voir, ça a un aspect gélatineux sans être collant. Donc je vais maintenant me munir d'un cercle. Donc là, c'est un diamètre 20. Et tailler mes 2 cercles, qui seront la base et le sommet. Comme ceci. Voilà, donc là j'ai mes 2 cercles et on va maintenant passer à la chantilly et au montage. Je verse le tout dans la cuve de mon batteur. Je vais y rajouter à peu près 2 cuillères à soupe de sucre. Et on va mettre ça à foisonner. Et on va maintenant passer au dressage. Alors pour le dressage, j'ai ici un petit cercle, donc ce que vous avez chez vous. Je pose mon cercle. La première partie de ma génoise et je vais venir y déposer ma chantilly. Je mets 2 bonnes cuillères pour commencer.
on va se faire façon fraisier avec les kiwis. On va venir les coller à la génoise et sur la bordure du cercle, ce qui fait qu'on les verra apparaître au démoulage. Donc on essaye de prendre les plus jolis morceaux. Voilà, comme ceci. Je rajoute un petit peu de crème et je vais faire plaquer mes petites tranches de kiwi à la paroi. Je vais prendre des petits dés d'ananas et en poser et bien appuyer pour les coller au fond de la génoise. Voilà, comme ceci, quelques tranches de kiwi pour en avoir partout, pour que tout le monde en ait. Je vais maintenant remettre un petit peu de chantilly pour recouvrir le tout. Donc je passe bien sur les bordures pour bien recouvrir mes kiwis. J'hésite pas avec le dos de la cuillère à bien appuyer dedans. Et on vient recouvrir avec notre deuxième disque de génoise avec la compotée de banane vers le bas. Et là, on continue, on presse comme ceci et on va le mettre au congélateur pendant 10-15 minutes. Et on va démouler ça tout doucement, comme ceci. Et retirer notre petit papier rhodoïde. Donc on va attaquer la finition. Donc une petite cuillère sur le dessus. À l'aide d'une spatule on étale le tout uniformément. Le surplus on le retire. Et maintenant je vais me munir d'une poche à douille avec une douille large, unie. Alors je vais tout simplement venir sur le tour et faire des petits dômes. Comme ceci. Et je vais maintenant déposer le reste d'ananas qui était coupé en petits dés. Voilà, comme ceci. Quelques petites tranches de kiwi. Les kiwis que j'avais réservés avec la peau, qui n'est là que pour l'esthétique. Donc là, on va lui donner de la hauteur. Notre tête d'ananas. Alors, je vais retirer les feuilles de l'intérieur, les plus belles. Je les passe un petit coup à l'eau. Une fois que mes petites feuilles d'ananas sont lavées, je viens les couper en biseau pour faciliter la pose et le maintien dans le gâteau. Alors voici l'entremets et je vais finir avec ma noix de coco râpée sur les petits dômes et un petit peu au milieu. Et voici donc la merveille aux fruits exotiques revisitée avec les fruits de saison.
Bonjour Camille, alors aujourd'hui tu nous parles d'une vieille voiture qui est donc présente en Nouvelle-Calédonie sur le territoire. Bonjour Élise, bonjour à tous. Rassurez-vous, on ne va pas parler de la Jeep. Ah oui, parce qu'on en a parlé de long en large quand même. Voilà, cette chronique. mais on peut toujours y revenir. Oui, par contre, on va parler de la Pontiac. Alors à ton avis, qu'est-ce que c'est? D'où vient ce nom Alors la Pontiac, je ne connais pas grand-chose sur cette marque de voiture, donc tu me poses une colle, je ne sais pas. Alors, en fait, le nom Pontiac fait référence à un personnage très important aux États-Unis. C'est en fait le grand chef amérindien de la tribu de Outaouais, donc au Détroit. Donc, pour la petite histoire, en fait, il a réussi à mobiliser toutes les tribus de la région des Grands Lacs contre les Britanniques, après bien la victoire des Britanniques sur les Français. Donc, nous sommes en 1763. Donc, son nom va être donné naturellement à la marque. D'accord, donc je comprends qu'en Pontiac est une personnalité donc c'est une personnalité importante de cette ville de Détroit. Je comprends pourquoi elle porte cette voiture. Pourquoi le constructeur a pris ce nom-là. Et notamment le logo aussi de cette marque fait référence en fait à une flèche stylisée, toujours pour rendre hommage justement à ce grand chef indien et aux Indiens d'Amérique. Donc, alors, à ton avis, cette marque existe depuis quand ? Alors, toujours des questions. Voilà, toujours des questions que je ne connais pas, mais bon, je vais essayer de répondre. Alors, je dirais dans les années 1900. Eh bien, c'est pas faux. 1893, que Pontiac Buddy Company va être créée par Edward M. Murphy. Alors, Camille, quand le premier modèle est sorti 1926, le premier modèle va sortir avec 75 000 exemplaires. 75 000 exemplaires vont être vendus, énorme. D'accord. Et concernant cette marque, dis-moi, est-ce qu'il y a un modèle célèbre? Eh bien oui, le modèle le plus célèbre, c'est la GTO. C'est en 1964. Alors la GTO, qu'est-ce que c'est? C'est une automobile sportive. Et en fait, c'est l'une des premières voitures dites des muscle cars. Donc des muscles cars, en fait, c'est la voiture des garçons, on va dire. En fait, c'est les voitures américaines qui sont dotées d'un moteur surdimensionné. Donc ça va permettre d'avoir déjà des voitures, d'aller plus vite, d'avoir des modèles super puissants et avec des prix abordables en fait. Et aujourd'hui, on fabrique encore des Pontiac ou pas? Alors non, aujourd'hui la marque n'existe plus. Donc pour mieux comprendre, on va parler, on va faire un peu la chronologie de tous ces événements. Donc avec la crise en fait pétrolière dans les années 1970, eh bien le constructeur va connaître quelques difficultés et donc le succès va chuter. Mais voilà, pour redorer bien son image de marque, eh bien, dans les années 1980, elle va diversifier ses modèles et notamment en créant des modèles beaucoup plus familiaux comme un van en 1990. Dans les années 2000, elle va sortir des petites coupées sportives, toujours à des prix abordables. Mais voilà, crise générale de l'automobile américaine et à ce moment-là, eh bien, General Motors oblige, eh bien, annonce l'arrêt de toute production de Pontiac en avril 2009. Mais rassurez-vous, eh bien, en Nouvelle-Calédonie, nous avons quelques modèles ici et nous, en fait, on est allé voir de plus près une magnifique V8. Alors, on regarde. Écoute bien, vas-y. À démarrer. C'est une passion depuis tout petit, j'aime les V8, j'aime entendre le bruit des V8, c'est une grosse passion. V8, il y a plein de V8 aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, hein. C'est la base du moteur américain. V8 c'est 8 cylindres en V, voilà. Il y a des 6 cylindres en ligne, il y a des V6, 6 cylindres en V, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Là c'est V8,
4 d'un côté, 4 de l'autre. V10 pareil. Là c'est V8. On peut faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, avec peu de moyens, avec beaucoup de moyens. Voilà, vraiment c'est une base, une excellente base pour customiser un véhicule. Il n'y en a qu'une en Calédonie, c'est la seule. Ouais, c'est un peu, ces voitures-là, je la voyais souvent rouler sur Nouméa, sur Ducos. Et puis après quelques recherches avec des potes, on a su qu'elle était à vendre. Voilà, donc on est allé la voir. Et puis on l'a acheté, il n'y avait pas de moteur, pas de boîte de vitesse. Voilà. Mais bon, c'est un challenge, quoi. Donc, et puis en même temps, c'était plus intéressant d'acheter une voiture sans moteur, surtout dans ce type de véhicule où on revient en V8, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut, voilà, dans les limites du raisonnable. Hein. Et l'avantage, c'est que là, on a commandé le moteur, j'ai commandé le moteur que je voulais. Voilà. Et puis j'ai trouvé un moteur boîte de vitesse à Los Angeles, refait à neuf. Et puis on a fait venir ça des États-Unis. Il faut savoir que les gens qui ont des voitures qui sont pas roulantes, qui veulent les rénover, ils ont la possibilité d'acheter, de faire venir des pièces sans payer de taxes. Voilà. Le véhicule depuis 25 ans, il n'y a pas de taxes. Donc il y a des démarches administratives à faire. Il faut aller à la douane, il faut faire un certain nombre de démarches, mais ça marche. Donc le véhicule qui est là, c'est une Trans Am Firebird de la marque Pontiac. Pontiac qui a disparu, qui n'existe plus. Et de toute façon, les Américains, ils fabriquent toujours les pièces pour ces voitures-là. S'il n'y a pas de pièces, on passe une commande. Et à partir du moment où ils ont beaucoup de commandes, ils lancent une fabrication. Et un an après, s'il faut, un an après, on reçoit nos pièces. Voilà. Le moteur qui est à l'intérieur, bon, pour les gens qui connaissent, un 455, 7 litres 5, avec une boîte TH400 de 3 vitesses. Voilà. Boîte reconnue comme fiable et puis robuste, hein, pour passer la puissance et le couple surtout. Voilà. D'origine 90, donc 1981, 90, les vitres électriques. Il y a les deux ciels de toit. Il y a deux petits tops sur le toit qui s'enlèvent. Elle n'est pas décapotable, mais ça fait un effet décapotable. Voilà. C'est une 5 places. Donc en tant que passionné de V8, pour moi ce moteur c'est vraiment un gros moteur, c'est le 5, voilà, qui consomme beaucoup c'est sûr, mais au niveau du bruit, c'est ce que je recherchais. Voilà. C'est du coffre, pas forcément de la vitesse et de la puissance, c'est vraiment du coffre au niveau du bruit. Et un joli bruit, voilà. Surtout à bas régime, voilà. C'est ce que je cherchais. Et j'ai changé la ligne d'échappement exprès pour améliorer ce son. Voilà. Mais ma passion c'est ça aussi, c'est créer des systèmes, créer des choses qu'il n'y a pas ailleurs, qu'on ne voit pas chez les autres. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'éclaire actuellement, c'est un luminaire que j'ai construit pour travailler sous la voiture. Je l'appelle E.T. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, c'est E.T. Voilà. On peut le manipuler dans tous les sens. Il est sur batterie, sur panneau solaire. Voilà, je vais me soler pour le charger, autonome. Et puis là, je vais monter la voiture maintenant. Il est fabriqué exprès pour ça. Donc voilà, là je m'en sers pour éclairer le dessous de la voiture. On peut régler en haut la hauteur, l'inclinaison. Et là nous avons une ligne d'échappement en 3 pouces. Il part des collecteurs d'échappement jusqu'à l'arrière de la voiture. Avec 2 silencieux sur l'arrière de la voiture. Donc une ligne d'échappement prévue pour aller spécialement pour cette voiture. Mais bon, des modifs à faire parce que ça passait pas. Il y a toujours des modifs à faire. Toujours des trucs qui ne vont pas. Donc là, je suis obligé de modifier des supports pour que ça passe. Mais ça passe et le résultat n'est pas trop mal. Voilà.
Ok, donc là je vais vous montrer le travail que j'ai fait sur le tableau de bord. Donc c'est une planche en inox coupée au jet d'eau, un polymiroir pour les spécialistes qui comprendront que c'est du boulot. Et là je vais rajouter des cadrans pour les différentes températures d'eau, pression d'huile. Et derrière on voit le câblage qui a été effectué. Voilà. Donc ça, c'est mon métier, c'est normal. Quelque chose d'assez unique. Je pense qu'on ne verra pas ça beaucoup dans certaines voitures. Donc tout est sorti de mon imagination. J'espère que ça va bien fonctionner. Je voulais remercier Pierre, Jean-Yves et Clémy, sans qui je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Merci, un grand merci à eux. Et pour finir, je voudrais vous montrer un petit projecteur de ma conception, un filtre arrière de voiture qu'on trouve sur les gros moteurs américains, un filtre arrière que j'ai customisé et qui est devenu un éclairage de baby-foot. Voilà, tout est télécommandé. Ici à éclairer le baby-foot qui est là et ici à passer d'excellentes soirées avec mes potes. Merci à tous. Magnifique voiture. Alors, mais dis-moi, est-ce qu'il y a des Pontiac qui ont marqué l'histoire? Oui, après notre célèbre GTO, on va parler de la Transan en 1982. Cette voiture, je suis sûre que tout le monde la connaît. C'est la célèbre voiture de la série télévisée K2000, la voiture qui parle. Ben oui, avec le beau Mitch Buchanan. Alors, donc ça me rappelle un peu d'histoire. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Alors, et quoi d'autres voitures qui ont fait rêver, qui nous ont fait rêver? Fais-nous rêver. Eh bien, là, par exemple, dans le film Retour vers le futur, on peut voir un concessionnaire en 2015, un concessionnaire Pontiac, donc anachronisme bien sûr, parce qu'en fait, on sait très bien que la marque va fermer en 2009. Donc, au moment en fait, où le film est réalisé, 1989, eh bien, les réalisateurs ne se doutaient pas une seule seconde que la marque allait fermer 26 ans plus tard. Bah oui, c'est évident qu'ils ne pouvaient pas prédire, hein, vu que cette marque avait beaucoup de succès à l'époque. Voilà, et donc aujourd'hui, toutes ces célèbres voitures, on en a quelques modèles en Nouvelle-Calédonie, donc justement ces passionnés hein, qui passent des heures à redorer ces voitures. Donc on va parler justement un petit peu de l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. Donc il faut savoir que cette association a été créée en 2004 à l'initiative de deux hommes, Jean-Pierre et Jean-Marc. Donc aujourd'hui l'association compte une 60aine de membres passionnés. Mais Camille, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une voiture de collection? Alors une voiture de collection d'après l'association, ça peut avoir plusieurs critères. Alors c'est soit une voiture qui a plus de 25 ans ou toutes les voitures sorties depuis 15 ans ou moins, pour des modèles qui sont abandonnés ou des marques disparues ou encore avec des diffusions restreintes. Et aujourd'hui aussi, il y a toutes les voitures avec un caractère sportif qui rentrent en compte la rareté et l'ancienneté aussi. D'accord, je comprends mieux. Voilà un peu les critères. D'accord. Mais du coup, l'association fait quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, elle travaille sur plusieurs projets, notamment un projet de carte grise spéciale pour les voitures de collection. Et aussi, bien sûr, parce que c'est très important, notamment pour la pollution, le contrôle technique des véhicules anciens, donc un contrôle technique plus adapté. Et pourquoi pas, dans les tiroirs, un projet de musée. Voilà, donc merci Camille pour cette petite histoire qui, je pense, a fait plaisir aux collectionneurs de voitures en Nouvelle-Calédonie. Attention à rouler quand même doucement sur les routes. Doucement sur les routes. Merci et puis on te retrouve donc mercredi. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain. Au revoir à tous.